Mon premier point, là, quand même, cette très belle victoire brestoise, la cinquième lors des 6 derniers matchs à la maison, quatrième d'affilée. C'est une période faste pour les Bretons, avec un Ajorc retrouvé, double buteur aujourd'hui, même si je préfère mettre le collectif brestois en évidence ce soir, contrairement au collectif olympien qui est passé complètement, et ça sera mon point numéro 2, à côté de sa première mi-temps. C'était moins mal pour la deuxième mi-temps, et ce sera mon point numéro 3. Il y a un gros travail mental à faire au-delà de parler tactique, de parler technique, c'est vraiment le mal olympien, il est vraiment mental dans le vestiaire. Merci beaucoup. Kevin, tes 3 points. Bah écoute, le premier point, c'est la victoire du Stade brestois parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont marqué dans leur temps fort et ensuite ils ont su faire le dos rond en deuxième mi-temps, donc bravo à Eric Roy et à ses joueurs. En 2, c'est l'Olympique de Marseille qui une nouvelle fois montre qu'ils ont des failles, qu'ils ont des lacunes, et même si j'ai aimé la prestation de certains, ce sera mon 3e point parce que Habib Beye va avoir énormément de travail. J'ai jamais cru que le problème de l'Olympique de Marseille c'était l'entraîneur, je crois pas que c'était Deserbi le souci, je crois pas que là ce sera Habib Beye jusqu'à la fin de saison, mais c'est juste qu'à partir du moment où tu n'es pas capable de gagner tes duels sur des moments forts, sur des moments où il faut être solide, et quand tu prends un but puis le deuxième juste avant la mi-temps, et derrière c'est quasiment impossible dans cette situation et dans l'état d'esprit de l'OM en ce moment. Merci beaucoup. On va rappeler donc les faits. C'était la première d'Habib Beye, évidemment. C'est son rêve d'entraîner l'Olympique de Marseille. On espérait pour lui que ça se passe mieux. Ça a été un cauchemar, notamment la première mi-temps. On va parler aussi des choix d'Habib Beye. Je vous dis rapidement, il y avait 2 changements par rapport aux 11 qui avaient fait match nul face à Strasbourg. Pachao et Vermeeren étaient titulaires. Vermeeren qui a été d'ailleurs remplacé dès la pause. Il n'avait plus été titulaire depuis Nantes où il avait pris le rouge. Donc c'était une surprise de voir Vermeeren d'entrée. Aubameyang l'a remplacé à la pause. Il y avait donc un système en 4-3-3 et Ajorc qui marque les 2 buts, 10e et 29e. À la pause, messieurs, il peut y avoir 4-0 tellement Brest était bon et tellement Marseille était nul. Et puis en seconde période, il y a un petit peu de mieux, mais pas suffisant. Greenwood qui va qui va avoir un penalty repoussé par Couder à la 81e minute. 7e défaite en Ligue 1 pour les Marseillais. Messieurs, la première mi-temps de Marseille, elle est terrible, et notamment défensivement, et notamment dans les duels qui ne sont jamais gagnés, parce que les 2 buts d'Ajorc, c'est terrible pour Aguerre des Pavards, pour une équipe qui est normalement mort de faim et qui est incapable de gagner un seul duel. Non, mais c'est pas une équipe qui doit être normalement mort de faim parce que c'est tu peux pas entamer un match comme ça là. Non, mais la question d'être mort de faim, ça n'existe pas d'être mort de faim dans le foot. C'est soit tu es en confiance, soit tu l'es pas. Et l'Olympique de Marseille, ils sont très très loin d'être en confiance. Et quand tu vois que des joueurs comme Aguerre, des joueurs comme Pavard et Aguerre, quand tu l'as très bien dit sur le deuxième but, perdent ce genre de duel, même si attention Ajorc c'est un bon joueur de la tête, mais quand même il y a un moment dans le foot, voilà, c'est un sport de contact, c'est un sport de duel. Tu gagnes pas ton duel dans la surface de réparation à des moments clés comme un début de match ou comme un milieu de mi-temps où tu avais eu 2 occasions pour égaliser, une de Gouiri, une qui passe juste devant le but, et tu n'arrives pas à égaliser. Derrière tu prends le deuxième but, tu sais que tu es dans cette période. Des fois les gens vont te dire ah ouais mais non, faut mettre de l'envie, moi j'ai vu encore une fois aucun Marseillais qui mouille pas le maillot. C'est juste que Marseille prend des buts à des moments où il ne faut pas les prendre et que derrière, ils n'ont pas la capacité de réaction parce que mentalement, comme disait Lionel, ils n'y sont pas. Et que Deserbi a dit il y a déjà plusieurs semaines que l'OM, c'est pas un entraîneur dont ils avaient besoin, c'est un psychologue. Mais je pense que c'est le cas. Oui. C'est le cas. Alors on l'a beaucoup critiqué parce que soi-disant l'entraîneur se déchargeait de certaines choses. Non. À l'OM, il y a des joueurs de qualité. Il y a aussi, on en parlera parce que pour moi, il y a eu des bons points ce soir aussi du côté de l'OM. Mais ils sont tombés face à une équipe qui a saisi sa chance, qui a marqué dans ses temps forts et qui derrière a très bien défendu avec un gardien qui était en état de grâce. Et quand c'est comme ça, tu vas à Brest et tu prends 2-0 et tu rentres chez toi. Et tu continues à travailler demain. Jean-Louis, la première mi-temps, elle est affreuse. Il y a une frappe cadrée pour Marseille, c'est la frappe de Greenwood qui est une frappe de grand-mère. Couder, il est censé la bloquer et finalement elle finit en corner. Mais la première mi-temps, c'est quand même terrible. Ajorc sur les 2 buts de la tête, il saute même pas. Oui, non, mais. Non, il n'a pas une détente à la Ronaldo. Il n'a pas besoin. Le deuxième quand même. Il saute magnifiquement sur le deuxième. Il a une détente à la Ronaldo sur les 2 buts. Il va plus haut que tout le monde. Les autres, ils sautent pas. Le deuxième quand même, il est entre deux Marseillais. Il saute quand même. Moi, sur la première mi-temps, ce que je note, c'est que déjà que l'OM, pendant un quart d'heure, arrive pas à se faire aux conditions climatiques. C'est un fait. C'est vrai. Ils étaient pas prêts à ça et ils ont mis un peu de temps à rentrer dans le match à cause de ça. Cette excuse, Jean-Louis? Non, mais c'est un constat, c'est pas une excuse.
Mais clairement, sur les passes, sur les longs ballons, ils avaient du mal. Ça, c'est un truc qu'on peut noter. Et du stade, c'était assez criant. Autre truc, le 4-3-3, une fois que tu as encaissé 1 à 2 buts, ça sert plus à rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé. Et ça servait plus à rien d'avoir 3 milieux à partir du moment où les Brestois envoyaient que des longs ballons. Il n'y avait pas du tout de rapport de force au milieu de terrain. Donc ça servait à rien d'être à 3. C'est pour ça qu'il s'est adapté à la mi-temps en sortant un milieu, en rajoutant un attaquant. Et ça a été quand même un peu mieux. Et le dernier truc que moi je note, c'est que oui, ça va se jouer dans la tête. Bien sûr, cette équipe est malade. Mais je pense que dans le jeu aussi, il ne faut pas négliger que De Zerbi, il est arrivé avec ses principes et pendant 1 an et demi, il a voulu les mettre en place. Donc il y avait une équipe qui était habituée à jouer d'une certaine façon. Et il va y avoir un petit temps aussi pour repasser à autre chose. Et on voit bien que les joueurs, ils étaient un peu entre deux eaux parfois, entre ce qu'ils avaient l'habitude de faire sous De Zerbi et ce qu'on leur demande maintenant. Alors, Lionel, avec juste un petit bémol, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de faire ça, mais en fin de compte, c'était jamais les mêmes joueurs qui avaient l'habitude de faire ça. C'était un petit peu le souci. Moi, ce que j'ai vrai. vu, mais Lionel, par exemple, on en a parlé pendant le match. Tu l'as dit toi-même, ils font plus de verticalité. Bey a demandé plus de verticalité. Or, c'est pas du tout ce que De Zerbi demandait. Il y avait des préparations d'action assez longues, de la possession, essayer de prendre le jeu à son compte en mettant l'adversaire dans sa moitié de terrain. Bey demande de la verticalité, ça fait un gros changement, tu vois. Ouais, exactement. Mais surtout en première mi-temps, le problème, il faut pas confondre maintenant, et c'est là-dessus où je te rejoins, c'était un petit peu pour te piquer, ce que je disais ça, mais là où je te rejoins, c'est-à-dire que maintenant, il faut pas confondre verticalité et précipitation pour se précipiter pour jouer vers l'avant. Et en première mi-temps, ils sont passés complètement à côté parce qu'ils essayaient de trouver cette verticalité. D'ailleurs, la seule vraie occasion en première mi-temps pour l'OM, c'est lorsqu'il y a eu une phase de possession qui a été très longue, hein, et ils ont dû faire au moins une vingtaine de passes minimum, et en bousculant, en allant de gauche à droite, voilà, de gauche à droite, de droite à gauche, et puis tout d'un coup, ils ne sont pas précipités, et il y a eu cette verticalité. C'est ce que va demander Habib Bey, je pense. Et maintenant, tout va changer, et ce que j'ai bien aimé, moi, par contre, dans la deuxième mi-temps de l'OM, c'est qu'ils ont fait une chose très simple, ils se sont mis dans un 4-4-2 basique, et on a repris, honnêtement, un football de base, avec bien quadrillé. Le terrain était mieux quadrillé, c'était moins mal. Je dis pas que c'est excellent ce qu'ils ont fait, c'était moins mal. Les Brestois ont eu beaucoup plus de difficultés en deuxième mi-temps. Il y en a certains qui vont dire oui, mais ils ont été dans la gestion. Non, je pense qu'il y a eu une meilleure maîtrise du terrain et du jeu de la part des Olympiens. Mais je vous trouve tellement gentils, les garçons, sur la première mi-temps. Non, elle est loupée. Tu veux qu'on soit dire pourquoi en fait? Elle est loupée. Mais non, mais parce que honnêtement, moi je suis désolé, j'ai vu aussi beaucoup de joueurs qui étaient complètement arrêtés. J'ai vu des Brestois qui ont vendangé pas mal d'occasions. Mais on n'a pas dit qu'ils avaient réussi leur première mi-temps. Mais non, mais vous me dites qu'en fait, parce qu'ils cherchent la verticalité, ils étaient entre deux eaux. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient essayé de chercher très souvent la verticalité. Je voyais la ligne de 4 derrière qui n'avait aucune solution parce qu'il y avait des joueurs qui étaient arrêtés. Parfois, il a donné à Hubert qui finalement choisissait l'option de derrière. Et c'est quand même fou de me dire que ces joueurs-là, ils ne peuvent pas faire mieux. Mais d'accord, donc on va dire qu'ils peuvent faire mieux. Et après? Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux. Mais en fait, de nous expliquer qu'en fait, ils sont perturbés par rapport à ce que demandait De Zerbi et ce que a demandé Habib Bey, qui était quand même assez basique ce soir. C'est normal, non? Heureusement qu'ils sont perturbés à la limite. Mais enfin, quand tu gagnes pas un seul duel aérien, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre De Zerbi et Habib Bey ou quoi? S'ils n'étaient pas perturbés entre un changement d'entraîneur, quand il y a un changement d'entraîneur, ça veut dire que tu fais arriver le deuxième entraîneur pour faire la même merde qu'a fait le premier, entre guillemets. Et le fait de ne pas gagner un duel aérien, ça a quel Karine, rapport avec les entraîneurs? On n'a pas de problème avec ça, on est d'accord avec toi là-dessus. On dit juste qu'il y a un problème. Ils n'ont pas gagné un duel aérien. Non mais Karine, on dit juste de nous le reprocher dans notre... Mais non, je te le reproche pas. Non mais on dit juste, Karine, qu'il y a à la fois un problème dans les têtes et qu'il va y avoir une phase tactique aussi à digérer, c'est tout. C'est surtout dans la tête. De toute façon, Karine, si tu veux qu'on fasse une analyse très basique, en fait, tu peux pas gagner un match si tu prends 2 buts comme ça dans les 30 premières minutes. C'est très très rare qu'une équipe elle renverse 2 buts. Donc je suis d'accord avec toi dans ce cas-là. Oui, si Pavard et Aguerd sont pas capables de gagner les duels de la tête, tu vas continuer de perdre des matchs.
Parce qu'il y a un moment, oui, il y a un bon centre, oui, il y a un joueur qui est plutôt grand et plutôt bon dans ce domaine, mais si tu prends mais après, tu peux aller plus loin. Pourquoi ils gagnent pas les balles de la tête? Parce qu'ils sont mis en difficulté, parce que les milieux ne sont pas là non plus. Pourquoi ils ont le centre fait un bouillon, il n'y avait pas de collectif, il n'y avait rien. Pourquoi le centre il est donné de façon aussi facile? Parce qu'ils sont déséquilibrés, parce qu'ils sont en retard sur cette action. Pour moi, je me rappelle d'une action, je regarde la première mi-temps et je vois, tu vois, le centre à un moment où Gouiri, Jean-Louis, tu vois, il y a un centre et Gouiri, il tape dans le terrain au lieu de prendre le ballon. Le ballon, pour moi, il est tout seul. Tu vois, c'est une occasion qui est énorme à 1-0. Mais en fait, t'es pas dans ce match-là. C'est comme Greenwood qui a un penalty à 10 minutes de la fin où je me dis, est-ce que je suis le seul à me dire dans une période faste, il le marque. Est-ce que je suis seul à me dire que s'il est marque, horrible son match. D'accord. Il joue tout seul. Son coup franc, il a tué un pigeon. Est-ce que je suis le seul à me dire que s'il marque, on se dit qu'ils égalisent derrière? Dans la dynamique, c'est possible, tu vois. Mais t'es pas dans cette période. T'es dans la période où il y a rien qui tourne pour toi, et en plus t'es pas bon dans des moments clés du match où en plus t'encaisses des buts. Sauf que Greenwood, sur la période, il continue à marquer des buts. Là, ce qu'il fait ce soir, il est pas mauvais. Il est mauvais. Il joue tout seul. Il y a un coup franc, il le rate complètement. Son penalty, alors c'est un plutôt bel arrêt de coup d'air, mais c'est un moment qui est très important. La 81e minute, comme tu dis, peut y avoir un 2-2 derrière. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que t'es sévère, Karine, c'est incroyable. Mais Greenwood, c'est le meilleur Marseillais ce soir. Il y a Timber. Marseille. Ah non. Greenwood, c'est bien meilleur. Attends, et Greenwood. Non mais attends, pas Karine, du tout au taquet en se disant je vais prendre le costume de sauveur qu'il a pris des dizaines de fois. Il l'a fait depuis qu'il est à Marseille. Attends, on est d'accord quand même que c'est celui qui apporte le plus de danger. Est-ce que tu as vu Gouiri? Est-ce que tu as vu Aubameyang? Est-ce que tu as vu Paixão? Greenwood, au moins, il se cache pas, il tente les trucs, il va chercher le penalty, il crée des choses, tu vois. Au moins, il se cache pas. Bah non, ça ne suffit pas, mais c'est moins mauvais. Avant de tomber sur Greenwood, tombe sur les autres. Mais sauf que la grande différence, c'est que je te dis que sur les derniers matchs, Greenwood, il était encore efficace. Et là, sa façon, par exemple, de tirer le corner, le coup franc nonchalamment, et il a joué tout seul toute la soirée ce soir. Non, il y a un coup franc qui met complètement l'action dans les tribunes. Gouiri, on vient de la revoir. Là, c'est Greenwood qui fait tout le boulot, qui centre fort devant le but, et Gouiri qui a un crampon de pouvoir égaliser. Donc non, Greenwood, moi je suis d'accord avec Jean-Louis, pour moi il fait dans ce qu'on a vu faire, il fait un bon match, c'est le joueur le plus dangereux. J'ai bien aimé aussi le match de Timber que j'ai trouvé très bon personnellement. J'ai déjà trouvé meilleur Timber que ce soir. Ouais, mais je trouve quand même que c'est un des rares au milieu de terrain qui mieux en deuxième quand il était à côté d'Heuberg, mais en première dans le 4-3-3 c'était pas dingue. Messieurs, on va continuer évidemment. Et Ajor qu'il a sauté, Karine. Quoi? Je suis là pour corriger les fake news, il a sauté sur le deuxième. Il a sauté d'un tout petit. Et je t'ai dit, il n'avait pas la détente de Ronaldo. Si, il est monté au-dessus du stade de Leblé là. Bien sûr. Bah là, il est sur orbite là. Tu vois, il est toujours pas redescendu. On va tout de suite recevoir Nico, supporter marseillais. Pourquoi? Parce que ce soir, c'était le lancement de la 23e journée de Ligue 1 et Marseille a été battu 2-0 à Jorque par 2 fois à la 10e et la 29e minute. Greenwood a vu son penalty repoussé par coup d'air à la 81e minute. Marseille qui en est à 7 défaites en Ligue 1. Nico est avec nous. Bonsoir Nico. Bonsoir Karine. Bonsoir Lionel. Bonsoir Kevin. Salut Nico. Nico, t'as vu le match? T'as vu la prestation des Marseillais à Francis Leblé? Ouais, j'ai essayé de faire différent. Porter mon écharpe. Alors attends, Nico, malheureusement, je suis désolé, mais on t'entend pas du tout. Là, c'était du morse. On va essayer de te récupérer avec une meilleure connexion parce que là, c'était absolument pas possible. On a Mathieu également, supporter marseillais au 32-16, avec nous sur RMC. Salut Mathieu. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Salut Mathieu. Mathieu, alors moi je trouve que Jean-Louis, Lionel et Kevin sont un petit peu indulgents. Toi, comment tu perçois la prestation marseillaise et cette nouvelle défaite de 0 et malheureusement cette première ratée pour Habib Beye? Alors moi je vais être presque totalement indulgent envers cette équipe. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous pouvez me laisser bien expliquer. En fait, on a tellement sous-estimé le départ de Roberto De Zerbi dans cette équation. Ce Roberto De Zerbi, donc Chissiamo, le fameux Chissiamo, qui abandonne cette équipe qui est 4e, quart de finale de Coupe de France, mentalement. Donc cette équipe, moi je me mets à la place des joueurs qui se dit bon, on va rejoindre le projet de Roberto De Zerbi, Penatia, tout ça, et qui se retrouve au bout de 2 jours comme Nwaneri, ou une semaine, même pas une semaine, Roberto De Zerbi qui quitte le club. Mais Mathieu, ça arrive dans l'histoire du foot, des entraîneurs qui malheureusement soit décident de partir, soit sont remplacés en cours de saison. Et c'est tous des professionnels à Marseille.
Évidemment, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, bien sûr que ça arrive, mais ça arrive un petit peu trop souvent à l'OM. Comment voulez-vous qu'il y ait un projet qui se construise pour des joueurs qui arrivent en prêt, comme Nwaneri, je reparle de lui, ou comme Mason Greenwood ou Roberto De Zerbi, c'était son petit-fils, ou son petit-fils, enfin, ce que vous voulez, et qui se retrouve maintenant d'un coup où un Roberto De Zerbi qui prônait l'unité de l'équipe et qui part comme ça en plein milieu d'un championnat où il y a encore des choses à jouer. Ouais, mais après, il il part aussi parce qu'il a plus trop l'adhésion du vestiaire. Il a ses raisons. Jean-Louis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il faut savoir se mettre du côté psychologique des joueurs. Non mais juste Mathieu, attends, Jean-Louis vient de te dire, et je te le répète parce que peut-être t'as pas entendu, en fait Roberto De Zerbi a pris le pouls de son vestiaire et il y avait effectivement quand même des vraies tensions, des vraies dissensions, des vrais blocages entre lui et son vestiaire. Donc toi tu nous présentes ça comme si le vestiaire était totalement désemparé et affecté du départ de De Zerbi. C'est pas aussi clair que ce que tu nous présentes en fait. Oui, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que Roberto De Zerbi, il a ses torts. Bien sûr, il s'est mis des joueurs qu'il a parlé, où c'était leur fils, où il a souvent dit en conférence de presse que c'était des joueurs qui se donnaient, enfin, pas vraiment dans ces termes-là, mais au bout d'un moment, quand il les fait rentrer, quand il les fait sortir, forcément, ces joueurs-là peuvent gangréner un vestiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que des joueurs cadres, au bout d'un moment, sont complètement déboussolés. Alors, je veux pas épargner l'impact qu'ont les joueurs, ce sont des professionnels, il n'y a aucun souci avec ça. Mais à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, à la 70e minute, je crois, un truc comme ça, où on voit Habib Beye avec un Nwaneri qui le prend par l'épaule, et le langage corporel de Nwaneri, c'est... Il s'en fout, limite, il tourne la tête. Non, c'est juste avant qu'il entre en jeu, effectivement, seconde période. Alors après, ton langage corporel, je sais pas, mais Nwaneri, c'est pas le problème du soir. Moi, je suis d'accord avec notre auditeur. Et quand je vois mais quoi, les joueurs ils sont abandonnés par De Zerbi, ils sont perdus, c'est ça le raisonnement là ce soir? Non, je te dis, je suis d'accord avec notre auditeur sur Nwaneri. Ah oui, mais Nwaneri c'est un cas très à part. Oui, mais c'est pas un cas à part. Parce que Arteta lui a conseillé d'aller là avec De Zerbi, et bon là Exactement, tu vois tout de suite à son visage en fait que Habib Beye lui parle, mais je vais pas vous la faire en anglais, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire. Et en fait, le souci c'est que c'est là où, je le dis, je le répète, on va pas en parler toute la saison, mais on peut encore le faire un petit peu. On ne se rend pas compte de la perte de l'OM vis-à-vis de leur entraîneur et du départ de De Zerbi. Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu'il était là. C'est tout. En fait, s'il n'est pas là, il y a des joueurs, ils ne sont pas là non plus. Et pour les meilleurs d'entre eux. Et donc toi, tu pars du principe, parce qu'on était la dernière fois avec Souleymane Diawara qui nous disait, écoutez, le foot, c'est quand même un sport de chien, chacun pour soi, et tu veux être bon. Et donc là, les joueurs, Greenwood, il veut être bon, il veut faire un beau transfert. Pavard, il est cataclysmique, il veut retrouver son niveau. Aguerd, il veut oublier la canne. Enfin, ils ont tous des choses. Tu peux vouloir ce que tu veux. Si t'as pas, tu sais, c'est comme quand tu vas pour une bataille. Hein. Peu importe le sport, peu importe le domaine. Si tu vas pour une bataille, t'as pas de plan, t'as beau avoir tout l'envie que tu veux, en face, t'as une équipe avec un plan, t'es mort. Donc ça, c'est certain, footballistiquement, toutes les époques, une équipe qui a un collectif, qui a un plan, qui est soudé derrière son entraîneur, derrière son club, avec son public. Un club comme Brest, par exemple, comme Brest ce soir, tu peux mettre n'importe qui en face. Si en plus le mec il saute 20 cm au-dessus de toute la défense marseillaise 2 fois de suite en 20 minutes, comme à Jorque, t'es mort. Mais c'est clair. Et donc, je lis un peu à droite à gauche que y aurait eu des soucis, vous comprenez, ils comprennent pas, c'est trop compliqué. Il y a eu 30 compositions différentes. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, qu'il y ait 30 compositions différentes? L'idée, c'est pas de savoir s'il y a des compositions différentes. L'idée, c'est de savoir si tout le monde sait ce qu'il a à faire, avec le ballon et sans le ballon. À partir de là, tu auras toujours des erreurs. Moi, je te le dis, je le répète, j'ai rien contre ce gardien. Il n'a pas le niveau d'être à l'OM. Tu vois de Roulis, là? Voilà. Après, ce soir, je pense qu'un gars comme Aguerd, il a tout à fait le niveau d'être à l'OM, mais là, ce soir, il rate son match. Malheureusement, c'est pas le bon soir. Voilà, t'as un Pavard qui est en grande difficulté, ça c'est clair. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Si les joueurs n'arrivent pas à switcher vers quelque chose où ils ont un peu plus de confiance en eux, où ils arrivent ensemble à faire les efforts ensemble, à réussir leur match, et Lionel en a connu. Des fois, tu es dans des périodes comme ça. Ça va être très, très dur d'en sortir. Kevin, merci Mathieu d'avoir été avec nous. Kevin, tu as dit les deux choses. C'est-à-dire que, et Karine aussi, tu disais que les joueurs individuellement voulaient être là pour être bons, pour avoir... Je reprenais les propos de Souleymane Diawara qui était notre invité la semaine dernière. Exactement. Le problème, il est qu'aujourd'hui,
tant que les joueurs viendront, et c'est pas spécial à l'OM, tant que les joueurs viendront pour avoir des stats personnels et non pas et qui mettront pas en avant les stats du collectif, c'est-à-dire je viens là pour faire briller mon collectif et ensuite j'en tirerai la quintessence personnellement dans mes stats personnels. Tant que tu n'auras pas ça, tant que les joueurs, pas spécialement à l'OM, partout dans un sport collectif, n'ont pas ça à l'esprit, tu n'y arriveras pas. Surtout quand tu joues contre un club aujourd'hui, contre une équipe que tu vois, que tu as en face de toi. Bon, ok, j'ai été le premier à mettre un Ajorc en disant Ajorc a été l'homme du match. Mais tout de suite, j'ai rectifié en disant attention, ils sont tombés sur un collectif extraordinaire. Donc, c'est pas Greenwood qui y arrivera tout seul. En plus. Et c'est pas Greenwood. Et tout à l'heure, tu disais, Karine, ouais, mais Greenwood, il n'a pas fait la différence, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais parce qu'il l'a fait plein de fois en étant eux aussi individualiste. Oui, mais là, parfois, tu deviens l'arbre. Là, il a fait plein de fois des mauvais matchs collectivement, entre guillemets, mais il sauvait son match par 2 buts. Combien de fois il nous l'a fait ça depuis l'an dernier? Surtout pas, il ne faut surtout pas avoir cet état d'esprit, être le Zorro où tu n'as plus Greenwood marqué, mais Zorro dans ton dos. Et si tu penses être l'homme, dans l'homme qui cache la forêt, alors que la forêt, elle a pris complètement feu, franchement, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Jean-Louis. Je me retourne le cerveau depuis tout à l'heure, là, et depuis le reproche de Karine sur notre indulgence. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi moi, en tout cas, je peux paraître indulgent. C'est que ce soir, en fait... Jean-Louis, je te coupe, pardon, ce sont les premiers mots d'Habib Beye, excuse-moi. Habib Beye, le nouvel entraîneur de Marseille. Écoutez, je trouve que notre première mi-temps n'est pas très très bonne en termes d'intensité et dans notre capacité à résister à ce qu'il pouvait proposer. C'est-à-dire qu'on avait identifié qu'il fallait qu'on soit en capacité sur les seconds ballons à remonter collectivement pour ne pas subir ces situations de centre dans notre surface de réparation. Et c'est ces 2 seconds ballons qui nous font mal, avec un manque d'agressivité dans notre surface de réparation, avec un joueur qui est avec beaucoup de présence, on le savait. Ensuite, on a changé le système. Ils ont eu quelques situations aussi après le 2-0. Il y a quand même la barre et quelques situations. Et en deuxième mi-temps, on a changé pour apporter plus de poids dans notre notion de pressing et essayer d'aller plus vite, toucher nos positions extérieures parce que je trouvais qu'on prenait trop d'étapes de jeu en première période. On était trop en dessous de la pression, mais c'est aussi les caractéristiques au départ de cette équipe dans la fixation. Et nous, on a essayé de gagner en verticalité. Le penalty est peut-être un tournant sur notre capacité à revenir dans ce match, mais encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça n'a pas été suffisant ce soir pour espérer remporter ce match. Même s'il y a eu des ballons qui ont traîné, il faut qu'on soit encore plus fort dans notre densité athlétique. Et il faut qu'on mette un petit peu plus de rapidité aussi pour trouver cette verticalité, surtout quand on a des joueurs extérieurs qui sont capables de déstabiliser comme ils ont pu le faire à certains moments de cette deuxième mi-temps. Les premiers mots d'Habib Beye après cette défaite 2-0, il revient notamment sur cette première mi-temps qui n'a pas été bonne de la part de Marseille. Il parle également de la possibilité de voir Brest être plus largement dominateur à la pause alors qu'il y avait déjà 2-0. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense qu'il y a une petite perte de confiance et elle est logique au vu de la dynamique négative du moment. Mais il faut, et je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on reste positif, qu'on se réfugie dans le travail. C'est vrai que la dynamique négative atteint les joueurs, mais... Encore une fois, on trouvera les ressources pour rester ensemble pendant ce stage, pour travailler et pour faire en sorte d'aborder ce match qui arrive au Vélodrome, qui sera un très gros match face à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que ça doit déjà être une motivation supplémentaire dans notre travail cette semaine pour aborder ce très gros match de Ligue 1. Habib Beye, donc très lucide après la prestation de Marseille. Il a notamment insisté sur la première mi-temps. S'il y a d'autres choses à relever, on vous les fera vivre sur RMC. Jean-Louis, désolé. Non, je rigole. Pas de problème. Pourquoi je suis indulgent, en fait tout simplement parce que moi, je crois que j'attendais pas grand-chose sur le changement de visage de l'OM. En fait, on a vu un peu le même visage que contre Strasbourg. Équipe friable, qui donne des buts, pas assez agressif, équipe un peu perdue, équipe un peu malade dans les têtes. Mais en fait, il fallait pas s'attendre à autre chose. On savait bien que Beye, il allait pas faire de miracle en 24-48 heures. Par contre, mais j'en veux pas à Habib Beye, moi. Là, oui, mais les joueurs, qu'est-ce que tu veux, ils sont nuls la semaine dernière, ils vont être nuls encore aujourd'hui. Je te rappelle que la semaine dernière, le scénario est tout autre. Tu mènes 2-0 et tu finis à 2-2.
Oui, mais bon, à la fin du match, tu fais les mêmes reproches aux défenseurs marseillais, tu vois, tu les défonces de la même façon que tu as fait ce soir. Je vois pas comment d'un coup de baguette magique ça aurait pu être différent. Par contre, ça aurait été dramatique, le contraire aurait été dramatique, franchement. Là où j'aurais pas d'indulgence, c'est là. Là, ça commence maintenant pour moi. Il va y avoir leur stage à Marbella, ils vont avoir une semaine entière pour bosser, pour soigner les têtes, pour essayer tactiquement d'installer quelque chose. Et contre Lyon, là, je m'attends à un autre visage. Parce que là, il y aura plus d'excuses et là, on pourra vraiment commencer à juger cet OM. Ouais, je suis d'accord avec Jean-Louis. Et il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. En tout cas, je pense, si tu suis cette équipe de Marseille, si tu es même supporter de Marseille, hein, même si je n'ai pas de conseils à leur donner, c'est que là, ils ont un entraîneur qui est un gars qui connaît le club. Alors certains lui font un procès en légitimité, ce n'est absolument pas mon cas. Oui, ça c'est quand même sidérant. Ouais, on a l'impression que le mec c'était l'entraîneur de Mourmelon. Quoi. Ouais. C'est complètement fou ça. Mais bon, bref, chacun aura son avis. Mais moi, ce que je dirais aux supporters marseillais, c'est de dire là, les gars, comme a dit Lionel, là, la forêt, elle a brûlé. Donc, comme disait Pape Diouf, la forêt elle a brûlé, fallait la laisser brûler, mais maintenant, il faut être derrière cette équipe en fait. Il faut être derrière cet entraîneur. Il faut faire en sorte qu'il y ait, malgré les résultats, même s'ils sont mauvais, encore une fois ce soir, il faut qu'il y ait un semblant de sérénité et d'encouragement ou même de soutien ou à la rigueur d'ignorance. Mais si des joueurs qui ont déjà la tête sous l'eau, si tu continues de leur mettre la tête sous l'eau, tu peux leur dire faut mouiller le maillot, ils vont rien mouiller du tout. Tu peux leur dire faut être meilleur, ils vont rien être meilleur du tout. Mais je peux te dire que là, l'OM est dans une situation où il va falloir que tous ceux qui ont de l'intérêt pour ce club se posent les bonnes questions et sachent où sont les vrais boutons pour appuyer. Et le bouton pour appuyer, c'est d'être derrière cette équipe parce que sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Ah, Brendan Chardonnay, le Brestois, est en zone mixte. Oui, bonjour. Il est avec nous, invité par direct. Mais magnifique, bonsoir. Je croyais que vous étiez en zone mixte. J'imagine que vous êtes très satisfait ce soir de cette victoire, notamment de la première mi-temps où vous avez largement dominé les Marseillais. Oui, très content de la victoire. Et c'est vrai, comme tu l'as dit en première mi-temps, je pense que s'il y a un troisième ou un quatrième but, c'est pas illogique du tout. Et après, bon, en deuxième mi-temps, on a un peu plus subi. Ils ont eu quelques situations. Il y a le penalty qui change quand même pas mal de choses parce qu'à 2-1 à la 85e, je crois, ça aurait pas été la même fin de match. Donc non, c'était un bon match. On est très content. Brendan Chardonnay, le défenseur brestois, est notre invité dans l'after-foot après le succès de 2-0 face à Marseille. Jean-Louis Tour, qui est juste à côté de vous, dans les travées du Ah oui, il n'a pas voulu monter, Brendan. Il était dehors il y a 2 secondes. À une question. T'es trop, Jean-Louis. Ah oui, c'est ça, je suis trop. Fallait venir à lui, enfin, Jean-Louis. Oui, c'est ça. Non, Brendan, bon, on connaît votre style de jeu, hein, les longs ballons, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était encore plus exacerbé que d'habitude. C'était vraiment une consigne de leur mettre la pression dès le début du match, à coup de longs ballons. Où, moi, j'ai trouvé qu'en début de match, ils avaient un peu de mal à se faire en plus aux conditions climatiques. Tout ça, c'était un peu calculé de votre part? Oui, on savait qu'on voulait leur mettre la pression dès le départ. On sait que c'est un peu chaud ces derniers temps chez eux, donc on voulait directement leur mettre la pression, et d'où le fait de mettre un peu de long ballon. C'est vrai que les conditions sont pas simples à Brest. C'est jamais simple de venir ici. Il pleut tout le temps. Il y a beaucoup de vent, donc voilà, on savait quand les bombardements de ballon devant. On aurait des situations. On avait analysé aussi que sur les centres aériens, ils étaient un peu en délicatesse. Le staff nous avait précisé ça, donc on savait qu'il fallait mettre des ballons sur Ludo dans la surface. Lionel Charbonnier est avec nous en studio. Il a une question pour toi, Brendan. Salut Brendan. J'avais une petite question par rapport à la deuxième mi-temps où vous avez été mis un petit peu plus en difficulté, même si vous avez vaillamment combattu ce bloc olympien. Est-ce que le 4-4-2 avec un meilleur quadrillage, une meilleure occupation des Olympiens vous a un peu plus gêné par rapport à leur 4-3-3 du début de première mi-temps? Ouais, mais c'est sûr que ça nous a un peu plus gênés parce qu'il y avait un peu plus de présence devant, donc on pouvait moins se livrer. Ils ont bombardé de centres aussi en deuxième mi-temps, donc on s'est resserré dans l'axe pour essayer de dégager le danger. Mais oui, puis
on pense sûrement que forcément ils ont dû se faire un peu secouer à la mi-temps. Donc ils sont revenus avec d'autres intentions et avec des changements aussi. Donc ça jouait plus vite aussi. Ça nous a forcément un peu gênés. Brendan Chardonnay, le défenseur brestois, est notre invité après la victoire de Brest 2-0 face à Marseille. Kevin Diaz. Ouais, salut Brendan, félicitations pour la victoire. Tout à l'heure, Jean-Louis disait, d'ailleurs Karine le croyait pas trop, que est-ce que tu parlais des conditions de Brest, est-ce que tu penses que des fois ça peut surprendre les adversaires? Non mais attendez, alors là j'interviens 2 secondes. Parce que là, il a dit déjà dingue. Brendan en plus. Vous êtes des malades. Je vous explique, à Marseille, ça fait des semaines qu'il pleut tous les jours et qu'il y a du vent. Les gens ils pensent qu'à Marseille on est au Havre. Donc oui, les Marseillais ils ont déjà vu de la pluie et du vent. C'est quoi cette excuse en bois de Jean-Louis? Il y a le style de jeu de Brest aussi qui est différent. Oui, non mais si Brest a fait un bon match, c'est pas à cause du temps, mais vous êtes des malades. Brendan a dit tout à l'heure, mais je voulais qu'il le redise pour que Karine se mette dans cet état. Ah non, mais vous êtes des malades. Bon, Karine ne nous fait pas honte devant Brendan. C'est vrai que les conditions sont très compliquées. Comme Karine le dit, chez nous, depuis 3 mois, là, c'est un calvaire complet. Les joueurs en ont marre, mais bon, on n'a pas le choix. Mais peut-être aussi que ça gêne parce que notre stade n'est pas fermé. Contrairement à la plupart des stades de Ligue 1 maintenant qui sont quasiment tous fermés, nous, notre stade est ouvert sur les 4 côtés. Donc le vent tourbillonne vachement et ça peut gêner un peu les joueurs adverses. Et oui. Okay. Et moi, je veux dire un truc à Brendan sur la fin de match. Sache que quand Aubameyang te met sur les fesses là sur un dribble, on était en pub, donc aucun auditeur d'RMC n'est au courant de cette action, pour te rassurer. Merci. Par contre, l'intervention défensive, l'intervention de capitaine à la fin, là, je l'ai bien décrite celle-là, c'est bon. Et pourtant, j'ai essayé de mettre la main pour arrêter l'action, mais l'arbitre l'a laissé. Donc, tant mieux pour moi, j'ai pas pris de carton. Mais je sais sur ces situations-là que si je tente pas l'interception, s'il pousse le ballon, je pense que je vais voir que son numéro. Donc, donc j'essaye l'interception. Brendan, dernière question, ils me rendent fou avec leur histoire de météo, mais vous êtes 11e là. Vous êtes 11e là avec Brest avec 30 points. Vous pouvez viser largement le top 10. Il y a eu une période un peu compliquée, là vous avez bien quand même relevé la tête. Comment tu la vois cette dernière ligne droite de championnat ? Ouais, c'est vrai qu'on remonte doucement dans le classement. Alors on a joué avant tout le monde, donc c'est vrai que les autres vont peut-être et sûrement prendre des points ce week-end. Au pire, t'es 12e, tu vois. Voilà, c'est ça. Là, t'es 11e et tu peux juste être dépassé par Angers. Voilà, c'est ça. Donc nous on espère finir le plus haut possible. Je pense que le maintien maintenant, même si c'est une phrase un peu bateau, mais tant que mathématiquement c'est pas fait, on peut pas le dire. Mais je pense qu'on a pris une très grosse option sur le maintien. Donc maintenant on va essayer de se fixer des objectifs peut-être un peu plus élevés. Et le premier objectif le plus élevé, c'est de finir dans le top 10. Merci beaucoup Brendan Chardonnay d'avoir été notre invité. Brendan, tu sais quoi? Tu seras même pas dans le journal moyen, t'as super bien parlé, bravo Adrien, il arrive. Moi je suis pas un sanglier, moi je sais bien parler moi. Tout RMC t'embrasse et notamment l'équipe évidemment du Moscato Show. Belle soirée à toi, bravo évidemment à Brest. Vous avez fait un gros match, 8e victoire en Ligue 1 cette saison pour les Brest. Je vous en supplie, il faut qu'il y ait des gens qui vivent à Marseille qui appellent pour raconter les conditions climatiques depuis des mois à Marseille. Non mais excuse-moi Karine, mais t'écoutes pas Brendan en fait. Écoute, il te dit le vent c'est pas pareil. Oui bien sûr, sauf que je te rappelle qu'en fait il y a pas de vent à Marseille, c'est connu. Et on accueille tout de suite Nico, supporter marseillais. Nico, déjà, je m'excuse parce que tu as attendu très longtemps. Mais la voix est pour toi. Tu as tout ton temps maintenant. RMC t'écoute. Tes excuses, bien évidemment, sont acceptées. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Lionel. Bonsoir. Salut Nico. Salut Nico. Bonsoir Kevin. Ouais, bonsoir. J'ai arrêté d'être fâché contre cette équipe parce que ça sert à rien finalement. Je suis supporter. Je préfère être dans l'analyse. J'ai pensé dès le début du match à une... pour info, je suis éducateur, donc là je parle en tant que supporter, éducateur et je suis aussi coach mental. Donc vous avez tout dit. Le mental, là où il y a besoin de ramener, donc moi j'offre mes services gratuitement s'ils ont besoin de moi, avec grand plaisir. Par contre, j'ai fait une autre analyse, c'est concernant l'activité physique et le pressing. Ça fait trop de matchs où je vois des gouiris, des joueurs qui pressent seuls, avec un bloc qui n'est pas uni, et je me dis c'est pas une question de mental, là c'est une question de travail. Donc je me suis amusé à regarder tout le staff de Roberto De. J'ai vu 5 mecs, Marcatili, Teresa, Thibaudy, peut-être que vous les connaissez, moi je ne les connais pas, j'ai regardé ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Donc
je viens pas pour porter des accusations, j'essaie de comprendre comment une équipe au mois de janvier, et c'est là où j'ai besoin de Kevin et Lionel, vous qui avez fait des grandes préparations physiques dans des beaux clubs, vous m'expliquez la préparation de début de saison. On est sur une année où il y a Ligue des Champions, championnat, 3 matchs par semaine. L'an dernier, il n'y avait qu'un match par semaine. Cette année, je mets au mois de janvier, même niveau amateur, c'est que janvier, c'est un tournant. Nico, on t'entend pas malheureusement. Je suis vraiment désolée, ça fait 2 fois qu'on essaye de t'avoir, mais il y a un problème. Je sais pas où est-ce que tu te situes, mais il y a vraiment un problème par rapport à ta connexion. Alors, ça y est. Là, on t'entend. Les garçons vont essayer de te répondre parce que vu que la connexion est pas très bonne, c'est un peu compliqué. Messieurs. Moi, je vais essayer de te répondre vite fait, Nico, tout simplement parce que apparemment, tu mettrais quand même la préparation physique en cause, c'est ça, un petit peu, hein, c'est ce que j'ai compris. Je pense, tu sais, à l'OM, c'est quand même très spécial. Il y a une autre valeur dont il faut tenir compte, c'est la fatigue mentale. Et à l'OM, elle est très pesante. Et celle-là, cette fatigue mentale, je peux te dire, je l'ai vécu parce que moi, j'ai fait des matchs comme ça où j'étais pas sous pression, je faisais pas des efforts physiques terribles. Mais à la fin des matchs, j'avais une telle pression que j'étais hyper fatigué. Et celle-là, cette fatigue-là, je dormais pas jusqu'à 3-4 heures du matin sur un seul match. À l'OM, il y a cette fatigue physique, ok, mais il y a la fatigue mentale. Et je pense honnêtement, et je persiste et je signe, je n'arrête pas de le dire, que 80% des joueurs, des recrues de cet effectif, qui font partie de cet effectif, n'ont pas le mental nécessaire pour absorber tout ce poids qu'est l'OM. C'est-à-dire, moi, je les compare. J'ai côtoyé les grands joueurs, les Boli, les Dimeco, les Waddle, les machins. Les mecs, ils avaient un mental terrible. Il pouvait leur arriver n'importe quoi. Et il y avait une pression d'autant plus importante parce que là, vous êtes gentils maintenant à l'OM. Hein. Franchement, la ferveur, elle est beaucoup moins pesante que ce qu'il y avait avant. Vous acceptez plein de choses par rapport à ce qui s'est passé au PSG et tout ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a une fatigue physique et ces joueurs-là sont incapables de la supporter. Voilà ce que je pense honnêtement. Fatigue physique ou mentale ? Mentale, pardon. Oui, mentale. Fatigue mentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, je ne sais pas si tu m'as entendu avant l'avant-dernière pub, c'est qu'aujourd'hui, si tu es supporter de l'OM, il y a un moment, tu peux continuer de t'énerver, tu peux continuer demain aller au stade et siffler, mais cette équipe, ça ne va pas l'aider en fait. Là, cette équipe, elle a connu trop de traumas sur les dernières semaines, même si ça reste que du foot, hein, on est d'accord, mais ça reste quand même leur métier, ça reste quand même une activité qu'ils font 24 heures sur 24 et qu'aujourd'hui, cette équipe, elle est en trop grande difficulté psychologique pour se dire qu'elle va être accueillie au Vélodrome avec des banderoles, avec des sifflets. Honnêtement, ce sera peut-être le cas, mais je peux vous dire que ça ne les aidera absolument pas. Jean-Louis. Oui, je pense que tout a été dit sur le sujet. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est le stage. Ça te plaît, le stage en Espagne ? Non, mais au moins qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, on n'a rien vu. Bale, il n'est pas arrivé depuis assez longtemps. Là, je suis curieux de voir. Là-dessus. Hein. Voilà, ouais. Je suis curieux de voir s'ils peuvent mettre en place là maintenant avec la nouvelle équipe, avec Habib Beye et son staff, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à juger. Mais moi, je reste quand même convaincu. On avait un débat cet après-midi dans Rotten sans flamme sur le niveau de l'effectif. Moi, je suis quand même encore persuadé que cet effectif a de la qualité et qu'une fois que tout le monde sera mis en ordre de marche, avec les têtes un peu à l'endroit. assuré que tous les joueurs étaient très bons. Il avait d'ailleurs, on rappelle qu'au match aller, c'était juste après l'Atalanta Bergame où Marseille avait été battu et avait fait un mauvais match. Il avait réglé ses comptes avec les journalistes notamment en disant j'ai une équipe qui est très forte, j'ai des joueurs qui sont très forts, etc. Parce qu'au match aller, il y avait des grands matchs de Ligue des Champions, mais quand même pour finir top 3 en Ligue 1, je pense quand même que cet effectif a de quoi faire. Mais bon, ils sont en train de prendre beaucoup de retard. Mais là, il y a un problème, c'est que Lyon potentiellement, on verra ce qu'ils vont faire ce week-end, ils vont encore prendre 3 points d'avance sur Marseille. Et il y a Marseille-Lyon la semaine prochaine. Et il y a Marseille-Lyon la semaine prochaine, ça sera pour le compte de la 24e journée. Merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous. Adèle, supporter marseillais, est avec nous au 32-16. Salut Adèle. Bonsoir la team, bonsoir Karine, bonsoir Adèle. Kevin. Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points. Déjà, ce qu'a dit Karine tout à l'heure sur la première mi-temps, moi j'ai regardé le match, j'étais dépité en première mi-temps. Je n'ai jamais vu ça. J'entraîne un club de D5. Moi, la première chose que j'apprends des joueurs... Écoute Jean-Louis, toi et la météo, ça suffit. Mais non, mais on a jamais dit le contraire sur la première mi-temps.
Mais non, mais il pleut partout dans tous les stades de France. Tu joues, qu'il neige, qu'il pleuve. Tu es un joueur de foot. La masse salariale, la moyenne du salaire du joueur à Marseille, elle est 250 000 €. Et quand tu vois que Pavard, il prend 600 000 après la première mi-temps qu'il a faite, c'est une faute professionnelle, clairement. Mais vous avez le droit d'être énervé, mais on n'a jamais dit le contraire, en fait. Hein. Non, moi, j'ai juste dit qu'ils avaient eu du mal à s'adapter aux conditions climatiques. J'ai pas dit. Mais c'est même ce qu'on a dit dans les. Bah oui, il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit non plus. Non, mais cette phrase me tue, Jean-Louis. Non, mais c'est un constat, Mais Karine. ils n'ont pas joué à Bodo Glimt, ça mais va. c'est un constat. C'est pas une excuse. C'est incroyable. Ok, c'est un constat. Maintenant, est-ce qu'on peut reparler d'Habib Beye? Moi, dans la semaine, j'ai eu l'after, je leur ai dit que j'attendais à Marseille un coach avec de la bouteille. On nous a mis Habib Beye, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un coach junior en Ligue 1. Moi, j'attendais un Fred Antonetti, j'attendais un Francaise, un mec qui est capable. Mais si, c'est un mec qui est capable. Alors, moi, on parle des chocs psychologiques. Chaque nouvel entraîneur qui arrive dans une équipe, 8 fois, 9 fois sur 10, le match qu'ils font dès que l'entraîneur il arrive, ils sont archi motivés, il y a un choc psycho. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Habib Beye, il les a encore plus enfoncés. Mais alors, Adèle, pire que ce qu'on pouvait voir ces dernières semaines. Juste, moi je trouve que c'est très mauvais ce qu'on a vu ce soir, notamment en première mi-temps, mais évidemment j'en veux absolument pas à Habib Beye, parce que là où je ne te suis pas, c'est que, je veux dire, mais attends, imagine si Fred Antonetti avait signé à Marseille, là je pense que les supporters auraient été, mais vraiment, mais au 36e dessous, et en plus... Et notamment, la Provence faisait un papier en rappelant les anciens entraîneurs de Marseille. Il y en a qui sont arrivés, ils n'avaient pas énormément de bouteilles, ou ils n'avaient pas entraîné de gros clubs, etc. Igor Tudor, il était entraîneur du Hellas Vérone, qui se battait pour se maintenir. Il a entraîné des petits clubs. Il est arrivé à Marseille, il a été sifflé pendant les matchs de préparation, et au final, il a fait une bonne saison. Donc là, tu peux pas dire qu'Habib Beye était un problème. Mais Karine, je dis qu'Habib Beye, il est arrivé depuis 24-48 heures. Dimanche dernier, le directeur sportif, il te fait un message sur Instagram. Vous vous mettez à un moment donné à la place des joueurs. Qu'est-ce qu'ils se disent sur le club? T'as McCourt qui arrive, qui remet Benassia. Les joueurs, ils voient ça. Ils voient quoi? Ah, il a appelé son pote pour venir nous entraîner. Mais les joueurs, à la fin, dans le vestiaire, mais même eux, ils comprennent plus ce qui se passe dans ce club. Non, mais attends, Habib Beye est un entraîneur professionnel. Il n'a pas appelé son pote qui était entraîneur à Manosque. On lui a donné de l'argent, Red Star. Il a fait une super saison. Hop, il est venu à la lumière. À Rennes, il les a récupérés. Je te laisse voir le vestiaire dans quel état il l'a laissé à Rennes en partant. Et c'est lui qui va nous faire le choc psychologique. Excuse-moi, Adèle, mais tu étais pour le départ de De Zerbi? Moi, j'étais pas pour le départ de De Zerbi. Pourquoi? Parce que émotionnellement, De Zerbi, il a apporté quelque chose depuis qu'il est arrivé à Marseille. Et si on reprend la saison dernière, on finit deuxième avec plus de 65 points, on se qualifie en Ligue des Champions. Ok, il a pris 2 roustes historiques face à Bruges et face au Paris Saint-Germain, mais c'était pas le moment de changer, de déstabiliser. Pour moi, ils nous ont encore plus enfoncé avec le départ de De Zerbi. Mais Adèle, on le regrette tous, le départ de De Zerbi. La réalité, c'est qu'il a voulu aussi partir. Donc il y a un moment, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais l'enchaîner à la commanderie? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais regarde, ce soir, on est à Brest, le président, il est même pas là. Tu sens que c'est même pas, on dirait même plus un club professionnel, on dirait des amateurs. Non, mais là, Longoria, de toute façon, il est en train de dealer son départ. Ça sert à rien de le voir. Voir les joueurs, ils le voient, ils le ressentent, tout ça. Ils voient qu'il y a de l'instabilité dans le club. On s'attendait quoi ce soir à Brest, qu'ils allaient faire un super match? Et je suis désolé, Habib Beye, c'est pas le mec, c'est un entraîneur junior, on a le droit de le dire, ça. Qu'est-ce qu'il a fait en Ligue 1? Mais ça, c'est pas grave qu'il soit junior. Tu dédouanes, Adèle, tu dédouanes un petit peu les joueurs en se disant, oh les pauvres, ils voient tout ce qui se passe et tout ça. Mais c'est quand même eux, à la base, quand même, qui ont mis le club dans cette situation. Je suis d'accord, Lionel, c'est eux les principaux acteurs, mais on a le droit aussi que psychologiquement te dire. Ouais, mais faut pas qu'ils se plaignent. Tu le disais toi-même, ils sont payés des 1000 et des 100 et ça n'a rien à voir les sous, Lionel. Là, ce qu'on voit ce soir, c'est pas une question de sous pour les joueurs. T'as vu la prestation de Pavard et Aguerd? Ben moi, plus tu me payes, plus je suis redevable envers mon club, je suis redevable envers l'image, je suis redevable envers mes supporters. C'est encore pire. Je pardonne encore moins. C'est-à-dire que les mecs, ils sont bien contents d'arriver dans la situation où ils ont trouvé le club. On te donne beaucoup d'argent pour faire monter le club, et malgré tout, tu mets le club dans une situation terrible. Pour moi, si, ça a à voir quand même. Jean-Louis, toi tu rêvais aussi de Fred Antonetti sur le banc de l'OM? Non, mais non.
Là, tout de suite, non. Mais après, Antonetti, moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Hein. Je pense qu'il aurait pu aussi bien faire les choses. Mais moi, j'étais pour le maintien de De Zerbi jusqu'à la fin de saison. J'étais pour calmer les choses, le convaincre que le Avec vestiaire n'était pas contre lui, sérénité, un petit peu, remettre voilà. de l'ordre là-dedans, laisser du temps passer et qu'il Bien finisse sûr. la saison. Mais bon. Non, mais de toute façon, C'est moi qui décide. c'est sûr qu'on le dira jusqu'à la fin de saison. Mais je pense que ceux qui ont réclamé en tout cas ceux qui apprécient plutôt ce club et qui ont réclamé le départ de De Zerbi, je pense qu'ils se rendent pas compte en fait. Je pense vraiment qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est de faire partir un entraîneur fin février alors qu'il est encore en course pour les objectifs prioritaires qui sont la Coupe de France et de se qualifier pour le top 4. Moi, je pense que Habib Beye, pas Habib Beye, de toute façon, la saison de l'OM, elle est terminée le jour où De Zerbi il est parti. Ils iront peut-être chercher la Coupe de France, mais je sais même pas si ce sera une grande consolation au cas où ils n'ont pas la Comme Ligue tu des les vois Champions. ce soir, hein, parce que là, c'est des matchs couperés. Il faut savoir psychologiquement aborder ces matchs couperés. Là, tels que je les ai vus là, ne serait-ce que sur la première mi-temps, je me dis non, ils sont incapables d'aller se qualifier dans un grand match couperé.